Bonjour à tous. Nous sommes ravis avec David de vous accueillir à cette masterclass avec une thématique qui nous tient à tous les deux beaucoup à cœur, qui est comment on peut optimiser, bouleverser une stratégie omnicanale. Parce que nous croyons énormément à l'omnicanalité. On va essayer aujourd'hui de vous partager notre enthousiasme pour la multi-activation et vous parler du beau partenariat qui lie nos deux maisons, Oracle et La Poste. Donc on va juste passer, voilà, vous nous voyez sous notre meilleur jour, avec des jolies photos. On a un partenariat Oracle France au travers de l'outil Oracle Eloqua et La Poste Solutions Business, dont l'objectif est de maximiser l'omnicanalité en ajoutant à un outil amplement digital que David va vous présenter, le canal courrier dont, pour ma part, je vais vous révéler toutes les potentialités. Mais David, je te laisse la parole pour commencer et présenter Oracle. Merci Nathalie. Donc effectivement, beaucoup de plaisir pour moi d'être ici pour la première fois. Je représente donc la société Oracle. Je voudrais juste faire, comme c'est la première fois, faire un petit sondage. Qui connaît, même que de nom, mais la société Oracle, si vous pouvez lever la main. Donc tu avais raison, tout le monde connaît un petit peu Oracle. Donc ça c'est bien. On va démarrer. Non, La Poste. Non, je ne poserai pas la question. Donc aujourd'hui, on va démarrer surtout pour comprendre d'où on vient et pourquoi je suis venu aujourd'hui vous parler à Rennes. C'est qu'Oracle, effectivement, à l'origine, est un éditeur de bases de données. Donc le programme sur lequel travaillait le fondateur à l'époque, Larry Ellison, qui était consultant pour l'armée américaine, il a conçu donc une manière de gérer la donnée, qui a créé donc la base de données relationnelle, qui a créé, et donc il a utilisé ça pour créer la société Oracle dans 1977. J'y étais pas encore, hein. Moi ça fait 15 ans que je suis chez Oracle, mais en 77 j'y étais pas. Et donc il a à cœur de démontrer la puissance de la data. Donc c'est vraiment la data, quand on l'organise, quand on l'enrichit, quand on l'exploite, elle permet des choses incroyables. Et c'est moi qui passe. Alors, hop. Voilà. Et une des démonstrations de la puissance de la data, c'est à travers le sport. Donc on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Mais bon, ça peut-être vous parler davantage pour ceux qui aiment la voile. Oracle a complètement modernisé l'America's Cup, grâce à notamment la captation d'un ensemble d'éléments de données. On a transformé l'ingénierie des voiles et des foils, etc., pour obtenir les meilleurs temps de l'histoire de l'America's Cup. Aujourd'hui, Oracle continue son engagement dans le nautisme avec la 7GP. Et plus récemment, et c'est ça que... il manque la photo. C'est pas grave. Plus récemment, Oracle a noué un partenariat d'1 demi-milliard avec Red Bull Formule 1. Donc un gros investissement où, encore une fois, on va équiper la voiture Formule 1 Mazda de tas de capteurs. Grâce à ces capteurs, on peut faire de la simulation pour les pilotes, on peut faire aussi des calculs de résistance, de changement de pneus, etc. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a fait dans la voile. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on va démontrer au travers de ce partenariat notre capacité à exploiter la data pour construire une base de clientèle qu'on va transformer en base de fans. Donc c'est vraiment tout le programme Paddock, c'est le nom de ce programme-là, qui est au cœur du partenariat entre Red Bull Formule 1 et Oracle. C'est montrer la puissance de la data quand on la met au service de la relation client, ce qu'elle permet de faire. Donc, ce qu'elle permet de faire à travers la pertinence en termes de contenu, la pertinence en termes de canal utilisé et la pertinence en termes de temps auquel on adresse le message. Et donc tout ça, c'est fait. Alors s'il n'y a pas de photo, on va passer directement à l'offre qui est au cœur de l'offre d'Oracle, donc la Customer Data Platform. Donc on a historiquement, comme beaucoup d'éditeurs, on a des solutions de marketing, de vente, de e-commerce, de services, de gestion de force de techniciens, et on peut optimiser chacun des silos. Ça, on le fait tous depuis pas mal d'années, et donc ça permet effectivement d'avoir par exemple un call center, de faire de la déflexion d'appels pour essayer de minimiser la sollicitation du centre d'appel qui coûte très cher, et offrir une expérience client la plus productive. Mais aujourd'hui, avec l'omnicanalité, le client, en fait, ces mondes-là sont étanches. Vous utilisez un jour le email, un jour le web, vous êtes un jour en magasin, et pour vous, c'est la même marque qui est en face de vous. Donc l'omnicanalité, elle nécessite d'être centralisée pour justement arriver à avoir cette information. Et ce qui est vraiment nouveau dans la Customer Data Platform, c'est qu'on va réconcilier un monde ultra rapide où la data est très disponible, donc c'est le monde du digital. Donc je pense que beaucoup aujourd'hui travaillent dans ce domaine-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites grâce à
à la data qui est omniprésente dans le digital, mais comment on réconcilie cette information-là avec l'ancienne information, plus, on va dire, avec des données à froid, où on va avoir des informations de transactions, de panier moyen, d'achat en magasin, d'appel au call center, qui sont des circuits un peu plus lents et moins vifs que le canal digital. Ensuite, en termes de véracité de données, laquelle doit l'emporter sur l'autre? Donc un changement d'adresse, quand on est par exemple en hôtel, est-ce qu'un changement d'adresse qui est fait pour avoir la facture, est-ce qu'il est plus valable qu'un changement d'adresse quand il est fait online pour recevoir son bon de commande? Donc il y a beaucoup de choses qui deviennent rapidement compliquées dès qu'on commence à centraliser l'ensemble des datas. Donc les datas qui viennent du monde du digital et surtout les datas aussi qui viennent du monde du offline et donc du domaine plutôt en back-office. Et ça, c'est un vrai enjeu. Donc dans les systèmes d'information, historiquement, côté back-office, tout le monde le fait depuis longtemps. Enfin, tout le monde le fait, tout le monde a essayé. En général, quand vous demandez à un client d'une grande entreprise est-ce qu'il y a des référentiels uniques, ils disent on en a entre 7, 8, 9. Donc 7, 8, 9 référentiels uniques, c'est pas unique. Et le monde du digital aussi, il y a beaucoup de choses dans le digital qui sont faites. Mais voilà, le lien entre les deux, il est imposé par le fait que la concurrence est féroce, qu'il faut se bagarrer pour avoir l'attention, qu'il faut montrer du respect pour le client, sinon la punition, elle est immédiate. Et donc tout ça nécessite de réconcilier les deux parce qu'il y a un impératif de temps réel, en tout cas de temps extrêmement rapide, pour arriver à avoir de la relation et offrir une expérience client omnicanal qui permette de délivrer la promesse et pérenniser la relation entre une marque et son client. Donc ça, c'est vraiment au cœur de toutes les offres. Et Oracle, par notre expertise sur la gestion de la donnée, on a une longueur d'avance sur cette partie-là qui est au cœur de la transformation des parcours digitaux et des parcours globaux offerts aux clients. Et donc, il n'y a plus de photos. Et donc, ça permet donc plusieurs phases qui sont très classiques. C'est la découverte de nouveaux profils, comment on va les acquérir, donc comment on va pouvoir les attirer vers vos assets digitaux, vos points de contact, engager de manière la plus pertinente pour convertir ces suspects en prospects. Donc, dès lors qu'on a ensuite un identifiant, on va pouvoir travailler dessus et en fonction d'un tas de critères, en faire des clients fidèles, voire des ambassadeurs. Et donc, le but ultime est d'avoir des fans qui achètent plus souvent et qui vous recommandent auprès des autres. Donc ça, c'est la grande promesse. Et en termes de transformation, j'ai lu le titre, bouleverser. C'est bouleverser dans le sens de regagner en pertinence. On a eu un monde de la data qui a beaucoup évolué. Donc chez Oracle, on a vendu beaucoup de DMP. Pour ceux qui sont dans le monde de la pub, on en a vendu beaucoup. Mais c'était un peu l'ancien temps où la data était disponible à profusion, peu réglementée. La même data pouvait être revendue, etc. On shootait partout des messages. Et il y avait un effet masse qui était contre-productif. Là, à cause du cadre réglementaire et surtout du pouvoir qui a été pris par les consommateurs, il y a l'impératif pour les entreprises de travailler cette pertinence dans la relation qu'une marque peut entretenir avec son client. Voilà les grandes promesses d'Oracle en tant qu'éditeur. Et donc, il manque la dernière photo. Donc, en fait, il n'y a plus les photos Red Bull. Donc, si vous voulez avoir des informations sur le partenariat Oracle-Red Bull, vous allez sur Internet, vous regardez la télé. Et donc, il y a vraiment des choses très fortes qui sont faites autour de ça. Et ça permet effectivement de faire la démonstration de ce qu'on fait avec des grands groupes aujourd'hui. On a eu le témoignage du groupe But récemment. Donc, si le sujet CDP vous intéresse, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, je vous enverrai les liens vers les vidéos en 20 minutes. Directrice marketing explique pourquoi une CDP, qu'est-ce qu'elle fait avec une CDP par rapport à ce qu'elle faisait avant. Donc, d'un point de vue très, très concret. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour chaque client, on passe par une phase de cas d'usage. Il n'y a pas de modèle clé. C'est à chaque client de voir ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il ferait de plus avec la Customer Data Platform pour justifier l'investissement. Donc le groupe But fait beaucoup de témoignages. On a aussi le groupe Mazda, le groupe Media Saturn, AT&T aux US. Donc une capacité à traiter des très gros volumes et justement à venir délivrer des cas d'usage pour gagner en pertinence et donc en fidélité client. Donc tout ça dans un but de créer un effet waouh dans la qualité de la relation qu'on propose. Et cet effet waouh, on peut aussi venir surprendre le consommateur en rajoutant un canal peut-être à revisiter. En tout cas, nous, on est entièrement séduits par ce que peut apporter le canal courrier aujourd'hui. Et Nathalie, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette manière de rebouleverser la relation client. Avec plaisir. Donc, en effet, nous avons choisi de nous allier avec Oracle parce qu'on a cette passion de l'expérience client. Moi, je vais commencer par peut-être un petit peu déconstruire, pour utiliser un terme à la mode, sans doute certaines croyances que vous avez sur le papier. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet? C'est parce que nous, on est persuadés qu'on ne peut pas s'adresser à nos clients,
moi je fais du marketing aussi, hein. On ne peut pas s'adresser tout le temps de la même façon à nos clients. On ne peut pas leur envoyer tout le temps les mêmes messages, toujours sur les mêmes formes. Il faut diversifier. On revient un peu à des fondamentaux, hein, qui sont la conversation marketing. Quand on a une conversation, elle se déroule avec plusieurs outils, plusieurs tons, plusieurs mots, donc on n'est pas monolithique. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est un peu les fondements. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Alors, du coup, moi, je voulais déjà vous dire quelque chose. C'est que on a cette baseline, paper is the new tech. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée que le papier, c'est un courrier que vous allez recevoir, une carte postale que vous allez foutre à la poubelle direct. Ça, c'est des croyances. Bon, ok, à nous aussi, hein, c'est mon boulot de faire en sorte qu'elle ne soit plus dans les esprits. Parce que le courrier, qu'est-ce que c'est? Le courrier, c'est le courrier augmenté. Donc, vous recevez chez vous un courrier avec un QR code qui vous amène directement dans l'univers digital de la marque. Notamment, nous, on fait des opérations pour, par exemple, Citroën, Renault, où il y a une possibilité de visiter l'habitacle. Vous avez un courrier, vous scannez le QR code, vous visitez l'habitacle de la voiture. Et à partir de là, vous prenez rendez-vous directement sur le site de Renault ou de Citroën pour avoir un rendez-vous en concession. Donc on n'est pas dans le papier cul-de-sac, hein, où c'est fini, j'ai une information et puis il ne se passe rien, j'ai juste un code promo. Donc ça, c'est terminé. On a aussi la possibilité de faire du courrier qui vienne donner une option de commande à la voix. Donc on a lancé cette offre-là parce que c'est une façon de résoudre les problématiques du voice commerce. Moi, j'ai beaucoup écouté mes clients. Qui me disait moi je voudrais faire du voice commerce, notamment le directeur marketing de Fnac Darty, qui disait alors le problème c'est que l'enceinte elle comprend pas, hein, quand on lui pose une question, et puis qu'est-ce que je mets, est-ce que je dois enregistrer tout l'inventaire de Fnac.com dans les enceintes, donc un gros problème. Et on s'est dit en fait on a la résolution du pain point. La résolution du pain point, c'est que vous faites un courrier avec une commande qui est facile à lire et à dire, et l'enceinte, elle comprend tout de suite, et on lui dit Alexa ou Google, OK Google, s'il te plaît, commande-moi le livre de la page 35, référence AB. Et donc, l'éditeur, lui, a directement la maîtrise de son inventaire qui est intégré dans les enceintes. On a un partenariat avec une start-up qui s'appelle ADNAI et qui, avec une seule couche logicielle, permet d'interagir avec l'ensemble des assistants vocaux, que ce soit sur le téléphone ou que ce soit les assistants à la maison. Et donc, on voit qu'on ouvre sur des univers digitaux complètement nouveaux. Et là, on est en ce moment en train de travailler sur le Shopify du métaverse, où l'objectif, c'est vraiment de donner accès au travers d'un courrier à un métaverse pour des enseignes qui voudraient recréer une place de village. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le papier, ça n'est pas le catalogue de mamie, hein. Donc, on a vraiment, c'est très, très évolué. Ça permet de créer de véritables campagnes marketing hyper malines. Donc, ça, c'était la première idée reçue que je voulais un petit peu déconstruire avec vous. La deuxième, c'est, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de fois vous consultez votre smartphone par jour? Alors, je vais vous le dire, 221 fois. C'est toutes les 6 minutes, vous le regardez. Donc, dans ces conditions-là, vous imaginez bien que votre message, il a assez peu de chances de marquer les esprits. Hein, parce que moi, quand je regarde mon smartphone et que je vois les newsletters, que je vois les sollicitations SMS, pour de vrai, je ne les regarde pas. Et pour de vrai, quand elles arrivent, là, pendant que je fais la conférence, je vais sortir, j'en aurai 10, je ne vais jamais les regarder. Elles vont complètement se perdre. Et ça, nous, on est persuadés que le contact, ça ne vaut plus rien. Voire même, on est persuadé que le contact, le trop de contact, c'est un vrai problème de santé publique. Donc on a, je pense que vous êtes tous comme nous complètement débordés de messages. Donc on a tous le syndrome du FOMO, hein, Fear of Missing Out. Donc tout le monde a peur de manquer d'informations. Donc on est submergé d'informations, on est submergé de sollicitations. Donc c'est très mauvais pour notre cerveau, c'est très mauvais pour l'écologie, hein, parce que tous ces messages, ils ont une empreinte. Il ne faut pas croire que parce que c'est digital, ça n'a pas d'empreinte écologique. Il y a un vrai sujet d'empreinte écologique de l'ensemble des messages qu'on peut recevoir et qu'on peut émettre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fait que ça n'a pas d'impact. Donc vous êtes obligé de marteler le message parce que un message ne se voit plus. Donc il faut être dans une systématique répétition. Et ça, c'est vraiment économiquement pour l'entreprise pas une bonne option. Donc,
c'est très important, ce que nous on appelle cette écologie de l'attention, c'est qu'on a, en tant qu'annonceur, une responsabilité d'aller sur des messages qui soient des messages impactants, des messages durables, et de ne pas se perdre dans la sursollicitation et la surconsommation. Moi, je suis intimement persuadée que les annonceurs ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, en tant qu'annonceurs, on a un rôle à jouer. On ne peut pas se permettre de contribuer à cette surenchère de messages. Donc là, je vous avais mis quelques petits exemples, quelques chiffres, mais c'est vrai qu'il ne faut pas rechercher le contact à tout prix et que c'est même notre rôle un peu éthique de faire en sorte de ne pas rechercher le contact à tout prix. Et donc d'aller plutôt sur des messages qui soient durables. Donc, j'en viens à la durabilité du souvenir, en fait, du papier. Moi, j'ai des exemples à vous citer de certains de nos clients avec lesquels on fait des campagnes print et des campagnes digitales, parce que nous aussi, on vend du digital, bien sûr, ça, évidemment. L'objectif n'est pas d'opposer les deux. L'objectif est de dire qu'il faut mixer, en fait, qu'il faut être omnicanal. Il ne faut pas se contenter d'un seul canal. Et un email avec une promo, ça dure 48 heures. Donc, il y a des commandes pendant 48 heures. Un courrier avec la même promo, ça dure 3 semaines. Il y a des commandes pendant 3 semaines. Donc, vous voyez, avec un seul courrier, on évite d'envoyer une dizaine d'emails pour répéter, faire en sorte que les consos viennent acheter. Donc ça, cette durabilité du souvenir, cet impact que ça peut avoir, parce que vous vous souvenez et vous voyez ce que vous voyez écrit sur du papier, il y a un bêta de mémorisation qui est le plus fort après les pubs au cinéma, qui sont les pubs que vous retenez le plus. Donc, nous, on milite beaucoup pour faire en sorte d'être dans des messages à impact et dans des supports à impact. Ensuite, je voulais aussi vous partager cette étude, c'est que 86% des projets d'achat se décident à domicile. Comment je le sais ? On a commandé une étude au cabinet Illigo, qui est un cabinet totalement indépendant, qui, en juin 2021, a commencé par interroger 50 foyers pour comprendre comment se construisait leur logique de prise de décision pour des achats, que ce soit des biens ou des services, c'est la même chose. Donc comment est-ce qu'ils faisaient pour prendre leurs décisions ? Parce que nous, on s'est dit, il y a sans doute quelque chose autour du domicile à jouer, parce qu'avec le confinement, on est d'accord, tout le monde s'est recentré sur son domicile, mais finalement, il a juste repris une place qu'il avait déjà, et là, elle est en train finalement de se pérenniser. On prend nos décisions d'achat au domicile. Donc, une fois qu'on a eu interrogé ces 50 foyers, on a pu construire le process d'achat qui se fait. On a pu faire après un quanti sur 2000 foyers, et ça nous a amené à ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'en fait, vos acheteurs, dans 86% des cas, ils ont pris leurs décisions au sein de leur domicile. Donc, nous, on s'est dit, voilà, il faut absolument qu'on rentre des supports mémorables, impactants, qui vont nous éviter une sursollicitation au domicile. Donc, nos stratégies omnicanales, elles se basent sur une équation qui est qu'il faut cibler les consos, bien sûr, et la data, c'est hyper important. Il faut absolument avoir un ciblage le plus fin possible. C'est ce qui évite aussi la déperdition d'informations quand on envoie des mails ou des courriers à des gens qui ne sont pas concernés, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc le ciblage est primordial, quel que soit le canal que vous allez activer après. Mais il faut capter l'attention. Pour les moins jeunes d'entre vous dans l'assistance, vous vous souvenez de cette phrase qui avait fait à l'époque un peu polémique, qui était « je vends du temps de cerveau disponible ». En fait, c'est un peu ça. Quelque part, si je pousse, je caricature, c'est un peu ça. Il faut toucher les gens au moment où ils sont dans une situation où ils vont prendre une décision d'achat, donc on est au bon endroit, et il faut capter leur attention. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas de leur envoyer un message, c'est que ce message, il rentre dans leur cerveau et qu'il éveille une envie de rentrer en contact avec votre marque et de rentrer en contact avec les produits que vous vendez. Donc, on est vraiment sur ce triptyque. On pense qu'il faut cibler les consommateurs, qu'il faut capter leur attention, et que ça, c'est fondamental, parce qu'un bon ciblage, si derrière votre message, il tombe à plat ou à côté, ou là, les quelques SMS que je vais recevoir pendant que je fais la conf, voilà, j'ai peut-être été super ciblée, mais moi, je ne vais pas les lire, ou ça sera trop tard, je serai passée à autre chose. Donc, capter l'attention et engager dans un parcours d'achat innovant. Ça nous semble, à nous, extrêmement important. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour le coup, dans la stratégie omnicanale, de pouvoir utiliser le courrier à bon escient pour rentrer au sein du foyer, et après ouvrir sur les médias digitaux.
mais se dire qu'on a vraiment cette capacité à venir avec un courrier, capter de l'attention au sein du foyer, là où les décisions d'achat se prennent. Et donc c'est ça qui peut bouleverser votre stratégie omnicanale, parce que là, en omnicanalité, en intégrant le média d'éveil de l'attention, vous êtes dans l'éveil de l'envie de rentrer en relation avec vous et dans l'envie d'achat. Et ça, c'est extrêmement important. Et après, on peut ouvrir sur l'ensemble des médias. Et c'est pour ça qu'on a ce partenariat avec Oracle, parce que ça, c'est possible si vous avez la possibilité de traiter le courrier comme l'ensemble de vos médias digitaux, c'est-à-dire pouvoir gérer des gestions de campagne, qui soient des gestions de campagne où le courrier, vous l'envoyez aux gens qui ont fait telle action. Vous pouvez être dans un ciblage extrêmement précis du parcours d'achat et du comportement. Donc c'est extrêmement important pour nous d'être présents dans les outils de gestion de campagne et donc dans Oracle et Loquois pour notre partenariat. Et donc, le chaînon manquant qu'on propose, et c'est tout l'objet de notre conférence, c'est de dire on a ce module Capmailing Platform qui permet, dans Oracle et Loquois, de gérer et de générer du courrier. Donc, dans Oracle et Loquois, comme le disait tout à l'heure David, l'objectif, c'est vraiment de fournir la même information tout le temps, sur tous les canaux à l'individu qui est votre client ou votre prospect. Mais là, c'est de leur fournir un canal supplémentaire en disant vous pouvez aussi facilement être contacté par courrier et ce courrier, il va embarquer l'ensemble de la connaissance client qu'on a déjà sur votre comportement, vos goûts, votre historique d'achat, enfin tout ce qui fait que vous allez pouvoir personnaliser et donc capter l'attention et donc engager dans un parcours d'achat. Donc, vous voyez, c'est vraiment le chaînon manquant pour être dans une stratégie omnicanale qui soit gagnante et surtout qui soit, d'un point de vue écologique et social, responsable. C'est-à-dire une stratégie qui n'est pas la stratégie du carpet bombing où je vous envoie des tonnes de messages tout le temps et donc je contribue à cette espèce de sursaturation, mais je suis dans quelque chose qui est l'hyper-personnalisation et qui est la responsabilité de la marque dans sa relation à la fois avec ses consos et puis aussi avec la société tout entière. Alors là, je vais essayer de lancer une vidéo et c'est le moment, en général, critique. Mais, non. Si, ça marche. Formidable. Bon, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, mais c'est juste une petite musique, parce que du coup, vous allez tout voir. Donc c'est hyper simple, ça se télécharge comme une app, et ça permet du coup de créer une campagne. On a complètement masqué tout ce qui pouvait faire aussi la complexité des campagnes, parce que je vois là vous êtes beaucoup de jeunes marketeurs. Quand on est jeune marketeur, on n'a pas été formé à faire du courrier à l'école, donc ça peut paraître compliqué. Je le conçois parfaitement. Et justement, l'objectif de cet outil-là, c'est qu'il masque la complexité. C'est aussi simple que de faire un email. Donc, vous chargez votre créa et vous choisissez vraiment ce que vous voulez envoyer comme format. On a mis des templates qui sont préprogrammés et qui permettent d'envoyer très simplement une campagne courrier, de la déclencher avec le ciblage que vous voulez, que ce soit donc un ciblage socio-démo ou que ce soit un ciblage sur le parcours d'achat, et d'aller très simplement toucher vos clients dans leur boîte aux lettres au sein de leur domicile. Donc ça se télécharge, hyper simplement. C'est plus sympa quand il y a la musique, j'avoue. Voilà. Et cet outil s'appelle Capmailing Platform. Ce Capmailing, c'est toutes nos solutions d'expérience client à la poste. Et c'est une plateforme, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une question sur comment est-ce qu'on mesure la performance d'une campagne courrier, le ROI. Alors, il y a plusieurs éléments à ma réponse. La première que je vais vous donner, et après je vous donnerai les éléments que j'aime et que je tiens de mes clients. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que moi, je ne mesure pas les ROI parce que ce n'est pas moi qui fais les campagnes. Donc, c'est parfois très compliqué parce que les clients, ils vous commandent une campagne, puis après, ils ne vous disent pas exactement quel est le taux de retour qu'ils ont eu. Donc, je peux vous citer quelques exemples. On essaie quand même, nos clients, on les aime bien, donc j'ai quand même des mesures. Donc,
Sur des courriers classiques, ceux qui n'ont pas de leviers digitaux, c'est très simple, on le mesure avec soit directement les ventes en magasin, les ventes sur le site web. Il suffit d'avoir un petit CTA et vous savez exactement mettre l'attribution sur le courrier. Ça, c'est très simple. Et d'ailleurs, on a des chiffres. Nous, on a un observatoire qui s'appelle Balmétrie, qui nous permet d'avoir, finalement, de communiquer avec nos clients au travers d'un consortium indépendant pour dire, ben voilà, le courrier, il fait 52% de drive to store. Quand vous envoyez un courrier, vous avez 52% des gens qui reçoivent le courrier et qui le lisent et qui vont en boutique après ça. Donc on a des chiffres comme ça qui sont mesurés par des instituts indépendants et puis qui sont basés sur tout ce qu'on a, à la fois les post-tests qu'on peut faire et puis ce que les clients nous redonnent. Ça, c'est le premier élément pour des courriers qui ont un CTA assez simple. Après, tous les courriers qui sont liés à un univers digital, là c'est très simple, on a le tableau de bord après des connexions. Donc on sait très bien comment ça fonctionne et on a les informations qui nous sont communiquées par nos clients, notamment l'exemple que je vous citais en début de conférence sur le mail 48 heures et le courrier 3 semaines. Ça, c'est parce que c'est les clients qui nous ont ouvert un peu leur livre de compte pour qu'on puisse voir ça. Donc les éléments de ROI, on en a. Voilà, il y a le GIE Balmétrie qui publie officiellement tous ces chiffres-là qui existent. Et ils sont aussi fonction de ce que le client voulait faire. Parce que les campagnes courrier, elles sont aussi souvent des campagnes qui associent aussi des éléments de marque. C'est-à-dire que quand je fais une campagne courrier, je veux aussi communiquer sur mes valeurs, sur ma marque, je mets des jolies photos. Donc il y a souvent plusieurs objectifs et on a aussi beaucoup, nous, de campagnes purement relationnelles dont l'objectif est de venir asseoir la relation avec la marque. Pour compléter, le ROI se mesure beaucoup et c'est une tendance en économie. Parce qu'en fait, on fait beaucoup d'études de ROI, après on fait des calculs d'attribution pour le justifier, etc. Mais maintenant, il y a une tendance, c'est de dire aussi toutes les dépenses qu'on ne va pas faire grâce à cette campagne. Si on fait cette campagne en place, on va économiser tant d'appels, on va économiser tant de trucs. Donc les savings, c'est beaucoup plus mesurable, c'est du bas de page en termes de compte de résultats. Et c'est parce qu'il n'y a pas un projet qui passe, il n'y a pas un ROI qui est affecté pour convaincre une DG de mettre un budget quelque part. Et donc aujourd'hui, j'observe que c'est plutôt ce qu'on maîtrise mieux, c'est les dépenses qu'on ne va pas faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui prévoient ou qui sont en récession. Et du coup, j'observe qu'au lieu de promettre des gains, on dit voilà les dépenses qu'on ne va pas faire. Et ça, pour le coup, c'est une vraie tendance et c'est ce que permet pas mal de démarches qu'on présente aujourd'hui. Merci déjà pour la présentation. J'avais une question sur les typologies de marques avec qui vous avez fait des campagnes, parce que de ce que j'en comprends là, j'ai l'impression que c'est des grandes marques et du coup je voulais savoir si cette stratégie-là était applicable à des petits annonceurs ou voilà, des plus petites marques ou de raisonner au niveau local, etc. Oui, alors c'est une très bonne question, c'est vrai que je n'ai pas abordé ça. Non, c'est pour toutes sortes d'annonceurs. Moi je vous cite des grosses campagnes parce qu'elles sont emblématiques, que peut-être vous y avez été exposés. Mais on a aussi beaucoup de petits annonceurs, hein, heureusement d'ailleurs. Et on travaille aussi beaucoup, c'est parfois un peu contre-intuitif, on travaille beaucoup avec les DNVB. C'est-à-dire que les DNVB, type Cézanne, elles font du courrier. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles veulent sortir de leur logique sociale, parce que c'est super hein, d'avoir une communauté sur Instagram, mais il y a un moment où il y a une crise de croissance, il faut trouver des clients ailleurs. Et pour trouver des clients, en particulier quand on est une marque de vêtements, c'est basé sur un univers extrêmement léché, hein, graphique, le mieux, c'est d'envoyer des courriers. Et donc, Cézanne, c'est une marque qui, à l'origine, était une petite marque, maintenant ne l'est plus, mais qui ne l'est plus parce que aussi elle est passée à l'échelle en envoyant des catalogues, des relances. Et si vous êtes client de chez elle, quand elle ne vous a pas vu pendant 3 mois, elle vous envoie une petite carte à gratter pour vous emmener en boutique en vous disant tiens, je t'offre 15 €. Elle ne vous envoie pas un mail, hein, elle vous envoie une petite carte. Donc, c'est valable pour l'ensemble des marques. Il faut que ça soit un projet en fait, marketing bien construit. Parce que ça nécessite d'avoir une certaine iconographie, ça nécessite de faire passer un message qui va rester. Donc, ça veut dire que c'est un message qui doit être percutant, ça veut dire que c'est un message qui doit durer un petit peu, qui doit embarquer un certain nombre de valeurs de la marque. C'est moins fugace qu'une communication digitale. Donc ça nécessite d'être dans une campagne qui est un petit peu pensée. Mais on a plein de petites marques. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux
qui font des campagnes courrier sur des zones de chalandise autour de leur boutique. Donc vous devez recevoir aussi, la GSA, ils font beaucoup de courrier. Donc c'est pas du tout lié aux grandes marques. En fait, moi, c'était un petit peu dans la même thématique des typologies de clients. Je voulais savoir si vous en avez en B2B et si vous avez aussi des bons retours par rapport à ça. Alors, oui, on a beaucoup de clients en B2B. On travaille. D'abord, on a beaucoup de marques qui font du B2B et du B2C. Donc ça, oui, on en a pas mal. C'est la même chose, sauf que là, on n'est pas sur le domicile. Donc on n'est pas sur les. On va pas être dans la même promesse, on n'est pas sur le domicile, mais on a beaucoup de clients en B2B, on a notamment toutes les fournitures de bureaux, toutes les flottes pour les véhicules d'entreprise, donc on a beaucoup, et on travaille pas mal du coup avec Oracle et Eloqua qui est très implanté sur le B2B, on a pas mal de cas clients sur la partie B2B. Tout à fait, ça marche très bien. Le catalogue reste sur les bureaux comme il reste sur la table des salons. Eh bien, merci à tous. Là, on va se faire expulser. Merci beaucoup, en tout cas.